C'est à présent l'heure de notre focus. On part en Inde. Le gouvernement veut mettre fin au business des mères porteuses, ces femmes généralement issues des couches les plus pauvres qui menaient la gestation d'un enfant, souvent pour le compte d'étrangers. Regardez ce reportage, il est signé Surabhi Tandon, David Alexandre Danelon. Dans quelques semaines, Lalita donnera naissance à un enfant pour un couple d'étrangers. Mais comme plusieurs autres mères porteuses, elle se retrouvera bientôt sans emploi. J'ai le sentiment que cette situation n'est pas juste. Ce sont les gens comme nous qui sont les plus affectés. Les étrangers ont les moyens de payer davantage. Ils nous permettent de mieux gagner notre vie. Cette décision est mauvaise. Lalita fait référence à la récente décision du gouvernement indien qui interdit aux couples étrangers d'avoir recours à une mère porteuse en Inde. L'Inde est l'un des seuls pays à permettre l'industrie de la gestation pour autrui. Résultat, une industrie florissante, évaluée à 2,3 milliards de dollars et qui donne naissance à près de 5000 enfants chaque année. Mais c'est toute l'industrie qui est sur le point de changer. Le docteur Patel est à la tête de l'une des plus grandes cliniques de fertilité à Anand, la capitale indienne de la gestation pour autrui. C'est très triste. Non seulement les couples ne viennent plus à la clinique, mais je dois refuser 5 femmes par jour en moyenne. Des femmes qui souhaiteraient devenir mères porteuses. Je leur dis, nous ne prenons plus personne et nous n'avons pas d'autre choix. Des coûts médicaux à bas prix, des médecins qualifiés et une importante banque de mères porteuses ont permis à l'Inde de devenir l'une des destinations les plus prisées pour la maternité de substitution. Mais cet essor soudain a engendré une industrie peu réglementée. Toutefois, la décision de bannir les couples étrangers plutôt que de resserrer les lois a fait l'objet de nombreuses critiques. Cette industrie a des zones d'ombre qu'il faudrait combler. Mais l'interdiction pure et simple n'est pas la solution. Cette décision va créer quelque chose qui est bien pire, un marché noir de la gestation pour autrui. Et tout le monde pourrait souffrir. Quelles sont les lacunes? Comment garder ce secteur sous contrôle? Comment mieux informer? Voilà les questions qui auraient dû être posées. Ça, c'était le bon chemin à prendre. Si à la clinique de fertilité à Kanksha du docteur Patel tout se déroule dans les règles de l'art, la situation n'est pas toujours aussi transparente. Il y a près de 3 ans, nous avions visité une autre clinique dans la ville de Hyderabad. Une clinique qui offrait des conditions de vie bien différentes à leurs mères porteuses. Entassées dans les chambres, malgré les températures bien au-dessus de 40 degrés, beaucoup de femmes n'avaient pas la moindre idée de ce qui les attendait. La famille O'Connor a déjà eu recours à une mère porteuse indienne pour leur première fille. Ils espéraient pouvoir retourner en Inde pour un autre enfant. Selon eux, cette interdiction envers les étrangers est discriminatoire. Recourir à la GPA, c'était notre dernière chance d'avoir une famille. Et c'est le cas pour des milliers d'autres couples qui voyagent en Inde. Et vous savez, ça a changé notre vie. Nous sommes profondément attristés et très déçus par cette décision de bannir les couples étrangers. De retour à Anand, nous rencontrons Manisha, une ex-mère porteuse et mère célibataire qui a vu sa vie changer du tout au tout grâce à l'argent gagné lors de sa grossesse. Avec l'argent gagné comme mère porteuse, j'ai pu m'acheter une maison et envoyer ma fille à l'école. Vous voyez, nous n'avons pas d'argent et les parents pour lesquels nous travaillons ne peuvent pas avoir d'enfants. Grâce à cette procédure, chacun profite l'un de l'autre. L'interdiction a déjà déclenché un vif débat sur l'éthique de la gestation pour autrui en Inde. Et l'avenir de tous ces acteurs demeure encore incertain. Et avec moi sur ce plateau, Claire Delahougue, avocate au barreau de Strasbourg. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va essayer de replacer un peu ce débat sur la GPA dans un contexte à l'échelle planétaire. Quels sont les pays qui autorisent aujourd'hui ou qui tolèrent la gestation pour autrui? Alors, il y en a très peu. Il y a certains États américains, pas tous. En Europe, dans l'Union européenne, il y en a 2 qui l'acceptent, mais à condition que ce ne soit pas commercial. C'est le Royaume-Uni et la Grèce. Il y a quelques pays d'Europe de l'Est où c'est légal ou plus ou moins toléré, mais avec des tentatives actuellement pour limiter ou interdire. Autrement, si en Israël aussi, c'est possible. À part ça, il y a des pays où c'est toléré ou alors ça se passe en dehors de tout cadre légal. Voilà. Mais il y en a peu qui l'acceptent explicitement. Alors, en Inde, c'était une pratique commerciale et c'était un marché, un business lucratif.
lucratif. Comment expliquer que les autorités indiennes aient finalement décidé d'y renoncer? Alors, les autorités indiennes se sont rendues compte que c'était la source d'une exploitation des femmes absolument scandaleuse. La société civile indienne s'est énormément mobilisée. Il y a une pression des ONG, des défenseurs des droits de la femme. Voilà, exactement. Parce que le principe de la gestation pour autrui, c'est d'utiliser une femme comme un moyen pour satisfaire le désir d'un couple, qui est tout à fait légitime, bien entendu. Avoir un enfant, enfin, désirer avoir un enfant, c'est tout à fait normal et légitime. Simplement, on ne peut pas utiliser n'importe quel moyen pour satisfaire ce désir, notamment pas d'abord utiliser une femme. Et comme ça a été dit dans votre reportage, ce sont toujours les femmes les plus pauvres. Et le fait que ça leur apporte de l'argent n'est quand même pas un argument pour dire que ça justifie une telle pratique. Et puis surtout, l'enfant est l'objet destiné à satisfaire ce désir. On le transfère d'une personne à une autre, ce qui est la définition en droit international de la vente d'enfants, le transfert d'un enfant contre rémunération ou tout autre avantage. Donc voilà, les autorités indiennes ont pris conscience, et elles ne sont pas les seules. D'ailleurs, les autorités thaïlandaises, avant elles, ont interdit de la même façon la gestation pour autrui. Dans la pratique, comment ça se passait? Comment se déroulait la grossesse des femmes enceintes en Inde? Alors c'était variable, comme ça a été dit aussi dans votre reportage. C'est-à-dire que dans un certain nombre de cas, elles étaient bien traitées, mais quand même tenues à l'écart de leur famille, alors sous prétexte d'être bien nourries, bien logées et bien soignées. Mais ça veut dire des mois et des mois loin de leur famille, de leurs propres enfants lorsqu'elles en avaient. Avec le plus souvent une césarienne sans aucun motif médical, simplement pour que ça corresponde avec les dates des billets d'avion des commanditaires. Et puis il y avait des cas où c'était réellement de l'exploitation sous la pire forme. Des ONG indiennes ont dénoncé des enlèvements et trafics d'enfants, des jeunes filles de 13-14 ans enlevées et retenues prisonnières pour être mères porteuses et ayant plusieurs enfants à la suite comme ça. Et ça a été dénoncé par des ONG indiennes. Justement, en raison de ce trafic, est-ce qu'on doit redouter la mise en place d'une pratique clandestine, d'un business parallèle? Je ne crois pas, en tout cas, que ce soit un motif pour accepter le principe. Ne pas légiférer, voilà, ne pas interdire. Voilà, et on ne peut pas dire, de toute façon, ça existera sous une forme ou sous une autre, donc il faut l'accepter. Non, il faut interdire et puis ensuite réprimer les abus qui existent. Mais sinon, vous accepterez le trafic de stupéfiants, le meurtre ou n'importe quelle autre pratique illégale en disant ça existe de toute façon. Non, il y aura peut-être des cas, mais le droit pénal est là pour réprimer. Et voilà, la loi a une dimension normative importante. Donc, la plupart des gens, à partir du moment où ça devient illégal, se plient à la norme. Et puis, dans les quelques cas qui restent, il faut réprimer. Ça va être mis en place quand ? Alors ça, je ne sais pas exactement les délais. La loi doit être adoptée cet hiver, pendant la session actuelle, et ensuite quelques temps de mise en œuvre. Merci beaucoup. Merci pour cet éclairage, Claire Delahougue. Je rappelle que vous êtes donc avocate au barreau de Strasbourg. Merci d'être venue en direct commenter ce Focus.